Coucou, coucou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un magnifique conte de Perrault. Petite lecture donc de Bodane. On est parti. À Madame la Marquise de L. Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Pour moi, j'ose poser en fait, quand de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusque marionnette, et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée lasse souvent de trop veiller par des contes d'ogres et de fées ingénieusement bercés, prennent plaisir à sommeiller, sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir. Je vais, pour me contenter, votre juste désir, vous conter tout au long l'histoire de Bodane. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul, enfin, comparable à soi. Ses voisins le craignaient, et ses états étaient calmes, et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes, et les vertus et les beaux-arts, son aimable moitié. Sa compagne fidèle était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux, qu'il était encore avec elle, moins heureux roi qu'heureux époux. De leur tendre et chaste hyménée, plein de douceur et d'agrément, avec tant de vertu une fille était née, qu'il se consolait aisément de n'avoir pas de plus en plus lignée. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence, partout y fourmillait une vive abondance de courtisans et de valets. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons, rois d'or et de broderie. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice vous surprend, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Tel et si net le forma la nature, qu'il ne faisait jamais d'ordure, mais bien beau et cuit au soleil, et louis de toute manière, qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins à son réveil. Or le ciel, qui parfois se lasse de rendre les hommes contents, qui toujours assez bien mêle quelques disgrâces, ainsi que la pluie au beau temps, permit qu'une âpre maladie tout à coup de la reine attaqua les beaux jours. Partout on cherche du secours, mais ni la faculté qui le grec étudie, ni les charlatans ayant cours, ne purent tous ensemble arrêter l'incendie que la fièvre allumait
Mais pour m'en rendre plus certaine, je veux avoir votre serment. Adouci toutefois par ce tempérament, que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous marier avec elle. Sa confiance en ses attraits lui faisait regarder une telle promesse comme un serment surpris avec adresse de ne se marier jamais. Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut. La reine, entre ses bras mourut, et jamais un mari ne fit tant de vacarme, à l'ouïr sangloter, et les nuits et les jours. On jugea que son deuil ne lui durerait guère, et qu'il pleurait ses défunts d'amour, comme un homme pressé qui veut sortir d'affaire. On ne se trompa point. Au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix. Mais ce n'était pas chose aisée. Il fallait garder son serment. Et que la nouvelle épousée eut plus d'attrait et d'agrément que celle qu'on venait de mettre au monument. Ni la cour en beauté fertile, ni la campagne, ni la ville, ni les royaumes d'alentour, dont on alla faire le tour, n'en purent fournir une telle. L'infante seule était plus belle, et possédait certains tendres appas que la défunte n'avait pas. Le roi le remarqua lui-même, et brûlant d'un amour extrême, alla follement s'aviser que par cette raison il devait l'épouser. Il trouva même un casuiste qui jugea que le cas se pouvait proposer. Mais la jeune princesse, triste d'ouïr parler d'un tel amour, se lamentait et pleurait nuit et jour. De mille chagrins l'âme pleine, elle alla trouver sa marraine, loin d'une grotte à l'écart, de nacre et de corail richement étouffée. C'était une admirable fée, qui n'eut jamais de pareil en son art. Il n'est pas besoin qu'on vous dise ce qu'était une fée en ces bienheureux temps, car je suis sûre que votre mie vous l'aura dit dès vos plus jeune âge. Je sais, dit-elle en voyant la princesse, ce qui vous fait venir ici. Je sais de votre cœur la profonde tristesse, mais avec moi n'ayez plus de soucis. Il n'est rien qui vous puisse nuire, pourvu qu'à mes conseils vous vous laissiez conduire. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne. Une robe qui soit de la couleur du temps, malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, quoique le ciel en tout favorise ses vœux. Il ne pourra jamais accomplir sa promesse. Aussitôt la jeune princesse l'alla dire en tremblant à son père amoureux, qui dans le moment fit entendre, aux tailleurs les plus importants, que s'il ne lui faisait, sans trop le faire attendre, une robe qui fût de la couleur du temps, il pouvait
lorsqu'il est ceinte de gros nuages d'or, d'une couleur plus azurée, de joie et de douleur, l'infante pénétrait. Ne sait que dire ni comment se dérober à son engagement. Princesse, demandez-en une, lui dit sa marraine tout bas, qui plus brillante et moins commune, soit de la couleur de la lune, ne vous la donnera pas. À peine la princesse en eut fait la demande que le roi dit à son brodeur que l'astre de la nuit n'est pas plus de splendeur et que dans 4 jours sans faute on me la rende. Le riche habillement fut fait au jour marqué, tel que le roi s'en était expliqué. Dans les cieux où la nuit a déployé ses voiles, la lune est moins pompeuse en sa robe d'argent. Lors même qu'au milieu de son cours diligent, sa plus vive clarté fait pâlir les étoiles. La princesse, admirant ce merveilleux habit, était à consentir, presque délibérée. Mais par sa marraine inspirée, au prince amoureux, elle dit : je ne saurais d'être contente que je n'ai une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. Le prince, qui l'aimait d'un amour sans pareil, fit venir aussitôt un riche lapidaire et lui commanda de la faire d'un superbe tissu d'or et de diamants, disant que s'il manquait à le bien satisfaire, il le ferait mourir au milieu des tourments. Le prince fut exempt de s'en donner la peine, car l'ouvrier, industrieux, avant la fin de la semaine, fit apporter l'ouvrage précieux, si beau, si vif, si radieux. Que le blond amant de Clymène, lorsque sur la voûte des cieux, dans son char d'or, il se promène, d'un plus brillant éclat n'éblouit pas les yeux. L'infante que ses tons achèvent de confondre, à son père, à son roi, ne sait plus que répondre. Sa marraine aussitôt la prenant par la main, il ne fut pas, lui dit-elle à l'oreille, demeurer en si beau chemin. Est-ce une si grande merveille que tous ces dons que vous en recevez? Tant qu'il aura l'âne que vous savez, qui d'écus d'or sans cesse emplit sa bourse, demandez-lui la peau de ce rare animal, comme il est toute sa ressource. Vous ne l'obtiendrez pas, ou je raisonne mal. Cette fée était bien savante, et cependant elle ignorait encore que l'amour viole pourvu qu'on le contente. Compte pour rien l'argent et l'or. La peau fut galement aussitôt accordée que l'infante lui demandait. Cette peau, quand on la porta, terriblement l'épouvanta, et la fit de son sort amèrement se plaindre. Sa marraine survint et lui représenta que quand on fait le bien, on ne doit jamais craindre, qu'il faut laisser penser au roi qu'elle est tout à fait disposée à subir avec lui la conjugale loi, mais qu'au même moment, seule et bien déguisée, il faut qu'elle s'en aille en quelque état lointain, pour éviter un mal si proche et si certain. Voici, poursuivit-elle, une grande cassette où nous mettrons tous vos habits,
votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis, je vous donne encore ma baguette. En la tenant en votre main, la cassette suivra votre même chemin, toujours sous la terre cachée. Et lorsque vous voudrez l'ouvrir, à peine mon bâton la terre aura touché, qu'aussitôt à vos yeux, elle viendra s'ouvrir. Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âne est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau. On ne croira jamais, tant elle est effroyable, qu'elle renferme rien de beau. La princesse ainsi travestie de G la sage fée, à peine fut sortie, pendant la fraîcheur du matin, que le prince qui pour la fête de son heureux hymen s'apprête, apprend tout effrayé son funeste destin. Il n'est point de maison, de chemin, d'avenue qu'on ne parcourt promptement, mais on s'agite vainement. On ne peut deviner ce qu'elle est devenue. Partout se répandit un triste et noir chagrin. Plus de noces, plus de festins, plus de tartes, plus de dragées. Les dames de la cour, toutes découragées, n'en dînèrent point la plupart. Mais du curé surtout la tristesse fut grande, car il en déjeuna fort tard, et qui pit et n'eut point d'offrande. L'enfante cependant poursuivait son chemin, le visage couvert d'une vilaine grâce. À tout passant, elle tendait la main et tâchait pour servir de trouver une place. Mais les moins délicats et les plus malheureux, la voyant si maussade et si pleine d'ordures, ne voulaient écouter ni retirer chez eux une si sale créature. Elle alla donc bien loin, encore plus loin. Enfin, elle arriva dans une métairie où la fermière avait besoin d'une souillon dont l'industrie alla jusqu'à savoir bien laver des torchons et nettoyer l'auge aux cochons. On la mit dans un coin au fond de la cuisine où les valets, insolentes vermines, ne faisaient que la tirailler, la contredire et la railler. Il ne savait quelle pièce lui faire, la harcelant à tout propos. Elle était la butte ordinaire de tous les colibés et de tous leurs bons mots. Elle avait le dimanche un peu plus de repos, car ayant du matin fait sa petite affaire, elle entrait dans sa chambre et tenant son huis clos. Elle se dégrassait puis ouvrait sa cassette, mettait proprement sa toilette, rangeait dessous ses petits pots. Devant son grand miroir, contente et satisfaite de la lune, tantôt la robe elle mettait, tantôt celle où le feu du soleil éclatait, tantôt la belle robe bleue, que tout l'azur des cieux ne
présents à sa mémoire n'en seront jamais effacés. Cependant, la reine, sa mère, qui n'a que lui d'enfant, pleure et se désespère. De déclarer son mal, elle le presse en vain. Il gémit, il pleure, il soupire, il ne dit rien, si ce n'est qu'il désire que Potane lui fasse un gâteau de sa main. Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. Au ciel, madame, lui dit-on, cette Potane est une noire taupe, plus vilaine encore et plus gaupe que le plus sale marmiton. N'importe, dit la reine, il le faut satisfaire, et c'est à cela seul que nous devons songer. Il aurait eu de l'or dans l'aimer cette mère, s'il en avait voulu manger. Potane donc prend sa farine, qu'elle avait fait pluter exprès, pour rendre sa peau plus fine, son sel, son beurre et ses œufs frais. Et pour bien faire sa galette, s'enferme seule en sa chambrette. D'abord elle se dégrassa les mains, les bras et le visage, et prit un corps d'argent que vite elle lassa pour dignement faire l'ouvrage, qu'aussitôt elle commença. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt par hasard il tomba dans la pâte un de ces anneaux de grand prix. Mais ceux qu'on tient à savoir le fin de cette histoire assurent que par l'exprès il y fut mis. Et pour moi, franchement, je le saurais bien croire. Fort sûr que quand le prince à sa porte aborda et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point la femme est si drue, et son œil va si promptement, qu'on ne peut la voir un moment, qu'elle ne sache qu'on l'a vue. Je suis bien sûre encore, et j'en ferai serment, qu'elle ne douta point que de son jeune amant la bague ne fut bien reçue. On ne pétrit jamais un si friand morceau, et le prince trouva la galette si bonne qu'il ne s'en fallut rien, que d'une faim gloutonne il n'avala aussi l'anneau. Quand il en vit l'émeraude admirable et du jonc d'or le cercle étroit qui marquait la forme du doigt, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. Son chevet il le mit à l'instant, et son mal toujours augmentant. Les médecins sages d'expérience, en le voyant maigrir de jour en jour, jugèrent tous par leur grande science qu'il était malade d'amour. Comme l'hymen, quelque mal qu'on en dit, est un remède esquis pour cette maladie. On conclut à le marier, il s'en fit quelque temps prier, puis dit « Je le veux bien pourvu que l'on me donne en mariage la personne pour qui cet anneau sera bon. » À cette bizarre demande de la reine et du roi, la surprise fut grande, mais il était si mal qu'on osa dire non. Voilà donc qu'on se met en quête de celle que l'anneau, sans nul égard du sang, doit placer dans un si haut rang. Il n'en est point qui ne s'apprête à venir présenter son doigt, ni qui veuille céder son droit. Le bruit ayant couru que pour prétendre au prince, il faut avoir le doigt bien mince, tout charlatan, pour être bienvenu, dit qu'il a le secret de le rendre menu, l'une en suivant son bizarre caprice, comme une rave le ratisse, l'autre en coupe un petit morceau, une autre en le pressant croit qu'elle l'appétisse. Et
l'autre avec de certaines os. Pour le rendre moins gros, on fait tomber la peau. N'est enfin un point de manœuvre qu'une dame ne met en œuvre pour faire que son doigt cadre bien à l'anneau. L'essai fut commencé par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses, mais leurs doigts, quoique délicats, étaient trop gros et n'entraient pas. Les comtesses et les baronnes et toutes les nobles personnes, comme elles tour à tour, présentèrent leurs mains et la présentèrent en vain. Ensuite vinrent les grisettes, dont les jolis et menus doigts, car il en est de très bien faites, semblèrent à l'anneau s'ajuster quelquefois. Mais la bague, toujours trop petite ou trop ronde, d'un dédain presque égal, rebutait tout le monde. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux tortillons, aux dindonnières, en un mot à tout le fretin, dont les rouges et noires pattes, non moins que les mains délicates, espéraient un heureux destin. Il s'y présenta maintes filles dont le doigt gros et ramassé dans la bague du prince eût aussi peu passé qu'un câble au travers d'une aiguille. On crut enfin que c'était fait, car il ne restait en effet que la pauvre Bodane au fond de la cuisine. Mais comment croire, disait-on, qu'araignait le ciel la destine? Le prince dit, et pourquoi non? Qu'on la fasse venir. Chacun se prit à rire, criant tout haut: que veut-on dire de faire entrer ici cette sale guenon? Mais lorsqu'elle tira de dessous sa peau noire une petite main qui semblait de l'ivoire, qu'un peu de pourpre a coloré, et que de la bague fatale, d'une justesse sans égale, son petit doigt fut entouré, la cour fut dans une surprise qui ne peut pas être comprise. On la menait au roi dans ce transport subit, mais elle demanda qu'avant que de paraître devant son seigneur et son maître, on lui donna le temps de prendre un autre habit. De cet habit, pour la vérité dire, de tous côtés, on s'apprêtait à rire, mais lorsqu'elle arriva dans les appartements et qu'elle eut traversé les salles avec ses pompeux vêtements, dont les riches beautés n'eurent jamais d'égal, que ses aimables cheveux blonds mêlés de diamants, dont la vive lumière en faisait autant de rayons, que ses yeux bleus, grands, doux et longs, qui pleins d'une majesté fière, ne regardent jamais sans plaire et sans blesser, et que sa taille, enfin si menue et si fine, qu'avec ses deux mains on eût pu l'embrasser, montrèrent leur appât et leur grâce divine. L'état
avait avec le temps purifié les feux dont son âme était embrasée. Il en avait banni tout désir criminel. De cette odieuse flamme, le peu qui restait dans son âme n'en rendait que plus vif son amour paternel. Dès qu'il la vit, que béni soit le ciel, qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant, dit-il en tout pleurant de joie. Courut tendrement l'embrasser. Chacun à son bonheur voulut s'intéresser, et le futur époux était ravi d'apprendre que d'un roi si puissant, il devenait le gendre. Dans ce moment, la marraine arriva, qui raconta toute l'histoire et par son récit acheva de combler Bodane de gloire. Il n'est pas malaisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus